présenter en fait une démarche de design industriel. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, moi, je suis directeur de création dans l'agence Ideact. C'est une agence de design et un bureau d'études qui est basé à Aubagne. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait, mais très rapidement, présenter la société assez rapidement, mais plutôt vous montrer une démarche de design vraiment concrète sur un projet qui a fait quand même un peu parler de lui. Donc, l'idée, c'est aussi de rendre ça un peu sympathique et attrayant. L'objectif, c'est de vous montrer, en fait, c'est un peu comme un sport. On ne va pas se lancer à faire du saut à la perche comme ça. Il y a une vraie méthode, en fait, pour faire un projet. Ça ne se fait pas comme ça, juste au talent, on va dire. Donc l'idée, c'était de vous montrer justement cette démarche-là qui s'apprend, qui se développe et qui se construit aussi via une équipe, une agence de design et particulièrement la nôtre. Ce n'est pas que des designers, c'est aussi des graphistes, des ingénieurs, des personnes qui sont là pour nous encadrer. Donc c'est pour vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, l'agence Ideact. Là, vous avez quelques aperçus de ce qu'on fait. On a 3 savoir-faire principaux. C'est le design produit, évidemment, le bureau d'études. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous, c'est que, contrairement à certaines agences de design, on a vraiment intégré le bureau d'études, donc avec des ingénieurs mécaniques qui vont faire en sorte que les produits qu'on dessine sont réalisables et qu'on puisse les produire en série. Et il y a le design graphique aussi, qui est là en fait en support finalement pour tous nos projets, à la fois pour finalement expliquer la façon dont on va utiliser le produit, donc faire toutes les notices d'utilisation, etc. Et aussi présenter, faire l'organisation de tout l'environnement en fait autour du produit, dans le packaging, les flyers, les notices d'utilisation, etc. Donc ça, c'est les trois savoir-faire qu'on maîtrise. On a 23 ans d'existence maintenant, donc ça commence à faire une belle expérience. On a fait à peu près 300 projets, voire un petit peu plus depuis quelques temps. Et on est composé de 8 personnes, donc comme je disais, avec des profils assez différents, des designers, des ingénieurs, des graphistes. Une personne qui s'occupe de faire toutes les démarches commerciales, ce qui nous permet à nous de nous concentrer sur les projets. C'est quand même un plus. Et une personne administrative qui fait en sorte que tout se passe bien, qui huile un peu les engrenages et qui fait en sorte que tout se passe bien. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu des projets qu'on fait. Donc nous on est vraiment orienté produit, design produit. Ça peut aller dans des univers très différents. Vous voyez qu'on va travailler sur des produits de sport, des produits industriels, techniques et aussi technologiques. Mais ça peut aussi aller jusqu'au sextoy, ça peut aller du produit très grand public, du seau de ménage que vous retrouvez dans tous les Auchan. Enfin, c'est très très varié. Ça va aller dans des domaines variés aussi, donc ça peut aller de l'habitat, le loisir, la santé et le médical. Donc ça, c'est un peu un éventail des projets qu'on a fait ces dernières années. Et moi, ce que je vais vous expliquer, c'est un projet en particulier. Je vais d'abord faire une petite intro sur le design industriel. Qu'est-ce qu'on entend par le design industriel ? Le design industriel, finalement, c'est 2 méthodes qui se couplent. C'est une première méthode qui est de l'ordre du design, et là, on va du coup rejoindre ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, où c'est vraiment une étude du besoin d'utilisateur, d'ergonomie. Qu'est-ce qui est nécessaire pour faciliter la vie de l'utilisateur, la rendre meilleure si on y arrive. Donc ça veut dire proposer des idées, être créatif, faire des choses séduisantes. Ça c'est la partie du design que tout le monde connaît un petit peu. Et il y a aussi la partie industrielle qui là, elle, va rejoindre un petit peu l'univers de l'ingénierie mécanique, qui est beaucoup plus ancrée dans le concret, donc qui est de rechercher finalement quels vont être les matériaux utilisés, quels vont être les technos utilisés, qui va fabriquer, comment il va fabriquer. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est un faisceau de contraintes qui vont alimenter en fait le design. L'idée, c'est pas de simplement être créatif, c'est d'être créatif dans un environnement contraint. C'est ça le design industriel. Donc voilà, je vais démarrer donc la présentation d'une démarche particulière. Simplement, je voulais juste faire un petit rappel sur la méthode. Je pense que si vous êtes déjà un petit peu dans l'univers du design ou de la création d'une façon générale, vous connaissez déjà un petit peu ce type de méthode. En gros, ça c'est les grandes étapes par lesquelles on va passer. Le projet que je vais vous présenter, il a le gros avantage d'être un exemple parfait de cette méthode-là, avec vraiment chaque étape qui a été suivie presque mot pour mot, quoi. Donc il y a une partie qui va être du cahier des charges. C'est là où finalement il y a le plus de relations humaines avec le client. Enfin, il y en a tout le long, mais c'est là où il y a vraiment une relation à établir pour comprendre quel est le besoin. Parce qu'un client qui vient vous voir, il va vous dire
ce qu'il veut, enfin ce qu'il pense vouloir. Par contre, quand il vous l'explique, vous pouvez aussi déceler des choses qu'il n'arrive pas forcément à nommer. Et aussi ce dont il a vraiment besoin par rapport à ses cibles, qui il veut toucher en fait. Donc là, c'est là où il y a un vrai travail de compréhension du projet. Et après, une phase donc, de recherche design, c'est là où il faut être le plus créatif, c'est là où c'est le plus plaisant pour un designer. Une phase de faisabilité et de finalisation, où on va tester les hypothèses qui sont proposées. Et une fois que ces hypothèses sont testées et validées, on les sélectionne pour faire le projet, donc finaliser, et ensuite développer le produit. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le projet que je vais vous présenter, c'est le projet de flyboard de Zapata. Je ne sais pas si vous connaissez Zapata Racing ou le personnage, Frankie Zapata. On en a beaucoup parlé parce qu'il a inventé une machine qui permet de voler dans les airs. Mais avant de voler dans les airs, il volait sur l'eau. Ça, c'était il y a 4-5 ans. Donc ça, c'est la machine qu'on a fait pour lui en 2014 et on a terminé en 2015. C'est grâce à ces machines-là qu'il s'est fait connaître. Il avait fait une première version de la machine, je vais vous la présenter, mais celle-ci, c'est sur celle-là qu'on a travaillé. Et en gros, son principe, c'est un ancien champion de jet ski. Et à la fin de sa carrière sportive, il a voulu se faire plaisir. En gros, c'est un peu ça. C'est une personne qui a envie de développer les choses qui lui font plaisir, qui le font rêver lui. Et donc, il a voulu se faire plaisir et inventer un système qui lui permette d'utiliser la propulsion d'un jet ski, qui a vraiment une puissance très importante, pour soulever une personne au-dessus de l'eau. Donc, ça, c'est la version industrialisée que je vous montre. Et je vais vous présenter ensuite la première version. Là, vous voyez les deux versions du produit. Il y a une première version à gauche qui était celle qu'il avait, entre guillemets, bricolée. Il a mis au point, donc c'est un projet, on va dire, entre guillemets, d'artisanat. Donc c'était un projet qui demandait beaucoup de mise au point, de montage, en fait, par une personne spécialisée. Et l'idée, c'était que nous, on intervienne pour mettre au point un produit qui soit réalisable en série et qui puisse, du coup, se monter beaucoup plus facilement et ne nécessite pas, en fait, une quantité de réglage fin qui fait que le produit ne peut pas être industrialisé en série. Voilà. C'était ça le principe. Ce projet-là, il a débuté en 2014, c'est ça. L'objectif était de finir le produit et d'avoir les premières pièces pour la saison de l'année suivante. La saison, c'est l'été, c'est là où on utilise le plus le produit. Donc l'objectif, c'était d'arriver à mai-juin 2015. Donc on avait réussi à peu près à tenir l'objectif. Et ça représentait 700 heures de travail, rien que pour nous. Ça a représenté aussi énormément de travail pour le client et pour d'autres fabricants ensuite. Mais ça, c'est ce qui nous concerne. Donc voilà la première version du produit. Ça, c'est le produit qu'il avait mis au point lui. Donc c'est un produit qui fonctionnait pas mal, qui lui a permis de se faire connaître, de faire connaître son concept. Mais il s'est assez vite retrouvé face à un problème, c'est que pour fabriquer ce produit-là, ça lui revenait assez cher. Ça demandait pas mal de temps de mise au point en atelier pour monter les bonnes pièces comme il faut et pour pouvoir faire tout l'assemblage. Et donc il a fait appel à nous. En fait, on s'est rencontrés assez... c'est assez marrant la façon dont on s'est rencontrés. C'est un designer chez nous qui l'avait rencontré quand il était plus jeune. Donc au final, on s'est croisés comme ça. Et il a fait appel à nous en fait pour faire le développement de ce produit-là et faire en sorte que ce produit devienne un vrai objet industriel. Donc ça veut dire un objet qui puisse être produit en série et pas fait par un artisan entre guillemets qui bricole dans son coin. Donc les trois besoins principaux, c'était ceux qui sont notés ici. Le gros du travail était sur la partie centrale. En fait, la partie centrale, à l'époque, était faite en fonderie. Donc c'était une pièce qui était très lourde. Donc évidemment, quand on doit faire voler un objet qui est lourd plus la personne, c'est pas forcément évident. Donc si on arrive à diminuer le poids de l'objet, ça va être encore plus simple et on va pouvoir se faire plus plaisir. L'objectif était aussi de corriger en fait les flotteurs. Donc ça, c'est des flotteurs, ça permet à la personne qui est montée là-dessus de ne pas complètement couler avec l'appareil. Par contre, ces flotteurs-là, les premières étapes étaient faites en thermoformage avec de la mousse à l'intérieur. C'était pas forcément très industriel, justement. En tout cas, difficile de mettre ça au point pour une grande série. Et ils voulaient rajouter une fonction, qui est la fonction twist, qui se passe au milieu. Et en fait, l'idée, c'était d'arriver à dissocier le pied droit et le pied gauche pour pouvoir commencer à faire des figures, notamment pouvoir tourner sur lui-même ou faire carrément des sauts périlleux. Donc ça, c'était le cahier des charges qui nous a amené, qui nous a présenté. On a aussi appris à le connaître, donc ça fait aussi partie du cahier des charges, de comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il veut faire pour son projet.
Donc l'étape suivante, ça a été la phase créative, la phase de dessin. Là, vous avez un petit extrait de ce qu'on avait pu faire à l'époque. Bon là, concrètement, c'est la partie la plus marrante. C'est là où on se fait plaisir. Le client arrive en nous disant « je veux faire une machine qui vole au-dessus de l'eau », donc c'est plutôt cool comme projet. Donc on se fait plaisir, c'est là où aussi on peut se dire que les contraintes c'est important de les avoir en tête, mais on peut aussi en mettre quelques-unes de côté pour proposer des choses qui sont là plus pour alimenter le débat et proposer peut-être des trucs qui ne seraient pas sortis de l'idée de départ. Donc ça c'était une grosse phase de création dessin, ça a duré, je ne me rappelle plus exactement le nombre d'heures, mais ça a duré peut-être 50, 60, 70 heures à peu près pour proposer ça. Et l'idée, c'était qu'à la fin de cette phase-là, on a rencontré, donc revu le client et échangé énormément autour de ça pour commencer à sélectionner des pistes. L'avantage avec Frankie Zapata, c'est que soit il aime pas, c'est efficace, il n'y a pas de demi-mesure. Donc ça a été assez rapide pour sélectionner le concept. Et ce concept-là, la phase qui a pris la suite, ça a été une grosse phase de faisabilité. Parce qu'en fait, là, on avait vraiment pour but de réaliser le produit. C'était pas juste de faire de la belle image. Donc, contrairement à certains autres projets qui sont plus de l'ordre du prospectif, là, il fallait vraiment valider les hypothèses dès le départ. Donc là, vous voyez une phase de 3D qui a été en gros reprise par un ingénieur méca. Donc c'est là où on voit l'articulation entre le design et le bureau d'études. Donc là, c'est un ingénieur méca qui a repris les dessins et extrait en fait l'âme technique du projet pour en faire une sorte de pré-hypothèse technique à réaliser en prototypage ou en tout cas en bricolant pour pouvoir tester l'appareil. Donc là, le client a pu tester, monter sur la planche et commencer à avoir les premières sensations. Et aussi, on a pu discuter avec les sous-traitants, rencontrer quelques sous-traitants et notamment des injecteurs pour savoir si cette pièce-là était réalisable en injection plastique. C'était ça la grosse inquiétude, parce qu'on se retrouve, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de l'injection plastique, mais c'est un peu comme un seau et un château de sable. Si on veut pouvoir démouler le château de sable, il faut que le seau ait une légère pente. S'il est complètement droit, dès que vous allez vouloir retirer le seau, vous allez arracher le sable. Donc l'injection plastique, c'est pareil, on appelle ça des dépouilles. Il faut qu'on puisse sortir le moule de la pièce quand on l'a moulé. Donc là, il y avait une grosse difficulté technique qui était de savoir si on pouvait en fait faire 2 mouvements dans le moule pour pouvoir sortir cette pièce qui est assez massive. Donc ça, c'était pas rien. Donc on a eu des échanges du coup avec les premiers sous-traitants. On a fait rentrer les sous-traitants dans la boucle très vite. C'était pas juste un projet de recherche entre nous avec le client. Donc on était déjà à 3 parties, on va dire, dans la démarche. Une fois qu'on a pu valider la faisabilité, on est passé en phase de design, de finalisation design, où en fait on a rajouté tous les petits attributs qui font que le produit va être terminé. On est passé quand même d'une 3D purement fonctionnelle à une 3D un peu plus esthétique. Il faut savoir que Frankie aime bien tout ce qui est univers de super-héros, un petit peu viril et qui envoie au niveau visuel. Donc on n'a pas lésiné sur les rainures, les nervures et sur le travail un petit peu viril entre guillemets du projet. Donc ça, c'était une phase de finalisation design. Et cette phase de finalisation design, elle a donné suite à une phase de test, vraiment, avec du coup les premiers protos, les premières pistes en fait qui ont pu être testées. Donc là, vous voyez la première, en fait, c'était les premières 3D, les premières pièces qui étaient faites en phase de faisabilité. Et on commençait déjà à tester, notamment au niveau du twist, pour vérifier que les hypothèses étaient les bonnes et que c'était faisable pour la suite du projet. Donc ça, concrètement, les tests, c'est Frankie Zapata qui les a fait, c'est lui qui maîtrise l'outil. Il maîtrise à la fois le vol, mais aussi il maîtrise ce qu'il a envie de faire pour le produit. Donc c'est lui qui faisait des tests, qui revenait nous voir, etc., pour nous expliquer là ça va pas, je voudrais qu'on améliore ça, je voudrais qu'on retouche tel ou tel détail. Donc en fait, c'est vraiment un projet collaboratif. Hein. On dit que c'est nous qui avons fait le design, mais en réalité, c'est un travail tripartite. Voilà, c'est ça, le client, le fabricant et nous. Donc c'est un travail d'échange. Là, on est passé en fait, une fois qu'on avait validé toutes les hypothèses, qu'on avait validé concrètement le design avec le client, on est passé en phase de développement. Et c'est là où l'ingénierie va aussi reprendre beaucoup le relais.
Et finalement, le designer va s'effacer tout en restant présent, ce qui va rester derrière l'écran pour dire là, je veux pas que tu fasses ce compromis, je veux que tu restes sur cette forme-là, quitte à ce qu'on réarrange un petit peu des choses. Mais c'est vraiment le bureau d'études qui prend le relais et qui fait en sorte que les pièces soient moulables et injectables jusqu'au bout, qui intègre toutes les dernières contraintes, tous les petits aménagements de forme pour que le fabricant puisse fabriquer les pièces. Donc ça, c'est un gros travail, mine de rien, parce que le designer va vraiment chercher à séduire et à avoir un bel objet. Le bureau d'études fait en sorte que ce soit réalisable vraiment techniquement et que il y a un faisceau de contraintes donc, qui fonctionne, qui sont à la fois les contraintes de faisabilité, mais aussi le temps de fabrication. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Il ne faut pas que ça mette 2 heures pour injecter la pièce. Il faut que ça puisse refroidir assez vite. Il faut que ça puisse être injecté assez vite pour qu'il puisse y avoir une cadence particulière. Donc ça a un impact sur les épaisseurs de pièces. Enfin, il y a un faisceau de contraintes qui sont intégrées dans le produit. Et ça, c'est cette phase-là qu'il intègre. Là, c'est sans doute la partie la plus passionnante pour un designer, c'est la création des plans techniques, de tous les fichiers bons pour fabrication. Donc là, concrètement, le designer est un petit peu moins percutant ou pertinent sur cette phase-là. C'est vraiment du bureau d'études pur et dur. L'objectif de cette phase-là, c'est de faire en fait des documents de référence. C'est eux qui font foi et qui font la loi en fait vis-à-vis du fabricant qui va produire les pièces. C'est une phase qui est très importante parce que c'est aussi une phase qui nous permet de vérifier tous les tout derniers petits réglages, vérifier que les vis sont bien les unes en face des autres et que tout va bien se passer quand on va injecter les pièces. Pour enfin arriver donc aux premières pièces, ça c'était vraiment les premières pièces, les premières injections, les premières sorties de moule. En général, il y a toujours des petites surprises. On découvre qu'il y a une petite rotature ou qu'il y a telle ou telle vis qui ne va pas se fixer au bon endroit. Donc c'est une phase qui est hyper importante à faire par nous et par le client aussi, pour vérifier que toutes les hypothèses ont fonctionné jusqu'au bout. Et s'il y a besoin, de retoucher les moules d'injection, retoucher les moules de thermoformage, pour faire en sorte que le produit puisse ensuite rouler de façon autonome et sans problème. Et voilà, le résultat fini. Voilà le produit finalisé. Donc vous voyez qu'il y a une énorme pièce d'injection au centre, des pièces un petit peu plus petites sur les côtés. Ça a été pour nous l'occasion de tester pas mal de choses, notamment de découvrir une matière ici qui est un PP expansé. C'est du polypro, c'est un plastique particulier qui nous permet de faire les flotteurs, mais qui a des cellules qui évitent que l'eau s'insère dedans, qui est plus résistant que du polystyrène, par exemple, expansé. Donc ça nous a permis de découvrir aussi cette matière-là. Ça a permis du coup de faire l'ensemble du produit. Et pour la petite histoire, le projet ne s'est pas arrêté là, parce qu'en fait, après les premières pièces, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques casses quand on soumettait le produit à trop de pression et de déformation. Et on s'est rendu compte que la matière qu'on utilisait là n'était pas forcément la bonne, parce qu'avec quelques résidus de carburant, ça rendait la pièce fragile, ça fragilisait la pièce et elle cassait parfois. Donc le produit a continué à évoluer pour arriver à une pièce noire au centre maintenant. Vous allez le voir sur cette slide-là. Voilà, c'est un peu dommage, mais par contre, c'est pour montrer que le produit il ne s'arrête pas forcément à la fin de l'étude, il continue à évoluer un petit peu, et on a continué, nous aussi, à intervenir sur le projet par la suite. Là, c'est juste pour vous montrer un peu les projets qu'on a fait avec lui et la collaboration qui continue aussi avec lui. Donc, on avait commencé avec l'overboard que vous voyez là, c'était la planche. Là, j'ai parlé du flyboard. Ensuite, il y a eu le jetpack, qui était une version du flyboard, mais pour ceux qui ont moins l'équilibre, en gros. La version finale, c'était carrément d'imaginer la moto pour qu'il puisse y avoir une ou voire 2 personnes qui puissent profiter de l'événement. Vous allez normalement, d'ici la fin de l'année, découvrir la voiture volante, la fameuse voiture volante sur laquelle on a intervenu. Et après, il y a encore pas mal de projets que Francky a dans la tête et qui normalement verront le jour dans les années à venir. Voilà.